Le cavalier remonta la rue du Marché à un trot qu'aucune lettre n'aurait dû exiger. Tout le village d'Ashcott se retourna pour le regarder. Il ne portait pas de livret. Olivia le savait. Son cheval était gris de la poussière d'une longue route. Ses flancs étaient sombres et haletants. Et il le montait comme un homme à qui l'on avait dit que la mission importait plus que la bête. Il s'arrêta à l'enseigne des 3 cloches. Il posa une question. Un doigt lui indiqua la ruelle menant à la maison étroite où Olivia Penburn vivait avec sa tante. Olivia se tenait à la fenêtre, une aiguille à repriser immobile dans sa main. Elle comprit avant même qu'il n'atteigne la porte. La chose qu'elle redoutait avait maintenant un visage, un cheval et un poing pour frapper. Elle ne bougea pas. Sa tante bougea pour elle deux. Madame Salter descendit l'escalier, son bonnet de travers et ses lunettes à la main. Le temps qu'Olivia arrive dans le couloir, la lettre était déjà posée sur la table en bois de sapin. Le cavalier était déjà reparti dans la ruelle. La pièce était devenue très silencieuse, comme le deviennent les pièces quand quelque chose y est entré et ne peut plus en être chassé. « Il y a le sceau de Cranhurst », dit sa tante. Olivia le regarda. C'était une tache de cire sombre, pressée d'un motif qu'elle ne connaissait pas. Une grue, les ailes à demi levées, se tenant dans les roseaux. C'était une belle chose pour lui avoir apporté tant de malaise. « Alors c'est réglé », dit Olivia. « C'est un honneur », dit sa tante, ce qui n'était pas la même chose. Et toutes deux le savaient. Elle brisa le sceau elle-même. Elle s'était promis, pendant les semaines d'attente, que quoi qu'il y soit écrit, elle le lirait debout, les yeux secs, de sa propre main et de nul autre. La lettre n'était pas du duc. Elle venait de son homme d'affaires, un certain monsieur Calder. Il écrivait sur instruction de la duchesse douairière de Cranhurst. Et la lettre était courtoise jusqu'à la dernière virgule. L'accord était conclu. Les avocats étaient satisfaits. Mademoiselle Penburn était attendue à Renton le 29 septembre, jour de la Saint-Michel. C'est à cette date que le mariage serait célébré dans la chapelle du domaine. Sa grâce, le duc de Cranhurst, ayant signifié son consentement. Son consentement, pas son souhait, pas son espoir. Son consentement, comme un homme consent à un traitement médical. 3 semaines, dit sa tante, lisant par-dessus son épaule. Elle comptait sur ses doigts, comme si les jours pouvaient être plus ou moins nombreux en les comptant. 3 semaines, Olivia. Nous devons nous occuper de tes affaires. Oui, dit Olivia. Elle plia la lettre le long du pli que M. Calder avait fait. Elle la plaça sous la salière pour qu'elle ne s'envole pas. Puis elle remonta à la fenêtre et reprit son ouvrage de reprisage. Il y avait un talon qui n'allait pas se réparer tout seul, et si elle gardait ses mains en mouvement, sa tante ne verrait pas qu'elle voulait trembler. Elle avait 23 ans. Elle allait devenir duchesse. Et elle n'avait jamais de sa vie posé les yeux sur l'homme dont elle allait prendre le nom. Pour comprendre comment la fille d'un arpenteur en était venue à être promise à un duc, il faut remonter un peu en arrière. Pas très loin, seulement jusqu'aux 2 hommes qui avaient rendu cela possible. Tous 2 étaient maintenant sous terre. Le père d'Olivia s'appelait Walter Penburn. Il n'y avait pas une paroisse dans un rayon de 40 miles d'Ashcott dont il n'ait arpenté les champs à un moment ou à un autre. Il avait une chaîne sur l'épaule et une boussole en laiton dans sa veste. Il mesurait la terre. Il déterminait où finissait le pré d'un homme et où commençait celui d'un autre. Cela semble anodin, jusqu'à ce que vous ayez vu 2 familles ruinées se quereller pour une haie. Il avait un don pour ça. Et un don aussi pour amener les querelleurs à se serrer la main après. Il avait transmis le premier de ses dons à sa fille et avait fait de son mieux pour le second. Il lui avait appris à manier la chaîne dès qu'elle fut capable d'en tenir le bout. Il lui avait appris la boussole, la planchette, la manière de dessiner une carte juste à partir d'un champ de chiffres bruts. Il lui avait appris à l'écrire d'une main régulière, pour qu'un étranger, 50 ans plus tard, puisse se tenir là où elle s'était tenue et savoir que le terrain était exact. Sa mère était morte jeune. Il n'y avait eu que 2. Et le travail, et les longues marches pour rentrer le soir. La lumière dorée se répandait sur le comté qu'il réparait cette saison-là. Elle avait pensé que cela durerait toujours. Cela avait duré jusqu'à 1 mois de février humide. 2 hivers plus tôt. Un rhume que son père n'avait pas voulu soigner lui était descendu sur la poitrine et l'avait emporté en 9 jours. Il lui avait laissé très peu de choses. Un bail de cottage, une boîte d'instruments, une étagère de ses carnets de terrain. Ils étaient reliés de toile, densément écrits, chacun étant la mesure exacte d'un coin d'Angleterre. Et il lui avait laissé un nom qui était respecté.
exactement dans les endroits où le respect ne gagnait pas de pain. L'autre homme était le vieux duc de Cranhurst, le père du duc actuel. Walter Penburn avait arpenté pour lui tout le domaine de Renton des années auparavant. Olivia était alors trop jeune pour tenir la chaîne. Le vieux duc l'avait tenue en haute estime. Les grands hommes ne pensaient pas toujours du bien des hommes qu'ils engageaient pour arpenter leur terre. Mais celui-ci, si. Et il l'avait dit, et il s'en était souvenu. Quand Walter Penburn mourut, le vieux duc était déjà mort. Mais sa mère, elle, ne l'était pas. La duchesse douairière de Cranhurst, Augusta, n'oubliait rien ni personne. Elle se souvenait d'un arpenteur au parler franc, qui ne flattait pas et ne trichait pas. Et quand elle se retrouva dans sa 80e année, avec un petit-fils qui devait se marier ou perdre un enfant, elle était partie chercher non pas un grand parti, mais une femme de bien. Quelqu'un avait mis le nom de la fille de Penburn sur son chemin. C'était toute l'histoire. Il n'y avait aucun romantisme là-dedans. Et Olivia, qui n'avait aucune illusion, n'en avait cherché aucun. Une jeune femme capable, de naissance respectable et sans fortune, sans faction, sans manigance. Une femme qui pourrait tenir une grande maison et ne donner à la cour aucune raison de ricaner. C'est ce qu'on avait cherché. C'est, de toute évidence, ce qu'elle était. « Tu ne manqueras plus jamais de rien », lui avait dit sa tante quand la première proposition était arrivée. Pense-y, une duchesse. Olivia y avait pensé. Elle y avait beaucoup pensé aux petites heures du matin, quand l'honnêteté est la moins chère et la plus chère. Et ce qu'elle pensait, c'était ceci, qu'elle pouvait supporter d'être pauvre, car elle avait toujours été pauvre, et qu'elle pouvait supporter de travailler, car le travail avait été toute sa vie. Ce qu'elle n'était pas sûre de pouvoir supporter, c'était de se tenir dans une chapelle devant Dieu et un étranger, et de se donner entièrement à un homme dont elle ne savait rien, sinon un sot et une rumeur. Car il y avait des rumeurs. Il y en avait toujours, à propos d'un duc. On disait que le duc de Cranhurst était froid. On disait qu'il avait tué un homme en duel, une fois, pour une affaire d'honneur dont on ne parlait jamais clairement, et qu'il n'avait plus jamais été le même après. On disait que sa sœur était morte à Renton l'hiver d'avant, et qu'il avait fermé ses appartements et ne les avait pas rouverts depuis. On disait qu'il n'allait pas dans le monde, qu'il ne dansait pas, qu'il avait un visage comme une porte fermée et une langue qui pouvait vous écorcher vif, et c'était à cet homme qu'elle devait être donnée, sans l'avoir jamais vu, dans 3 semaines. Elle ne le décida pas d'un seul coup. Cela lui vint lentement, au cours de 2 nuits sans sommeil, de la même manière que la vraie forme d'un terrain ne devient claire qu'après l'avoir arpenté plus d'une fois. Elle n'irait pas à l'aveuglette, elle ne le pouvait pas, mais elle voyait aussi qu'elle ne pouvait pas simplement refuser. Sa tante avait dépensé le peu qu'il y avait là-dessus. Les avocats étaient satisfaits, l'accord était signé. Se dédire maintenant serait faire honte à une grande maison. Cela ferait d'elle l'ennemie d'une douairière qui ne lui avait voulu que du bien. Cela la renverrait à repriser les talons d'autres femmes pour le reste de ses jours. Elle avait pensé à tout cela. Elle n'était pas une fille qui prenait un souhait pour un plan. Alors elle fit un plan à la place. Elle connaissait Renton. Pas la maison, elle n'y était jamais entrée, mais la campagne où elle se trouvait, car elle se situait à moins de 30 miles de là, dans une partie du comté que son père avait arpenté avec elle plus d'une fois. Elle savait que c'était la saison des récoltes. C'est le moment où chaque grande maison d'Angleterre embauche des bras qu'elle ne garde pas. Des femmes supplémentaires pour la laiterie, la distillerie et le nettoyage sans fin qu'une maison pleine exige. Elle savait qu'une jeune femme qui se présenterait à la porte des domestiques, sobre, forte et volontaire dans les dernières semaines de septembre, serait mise au travail et on lui poserait peu de questions. Elle irait non pas comme la fiancée, mais comme personne. Elle irait 15 jours plus tôt, sous un nom d'emprunt. Elle prendrait une place dans la maison. Elle observerait l'homme qu'elle devait épouser de ses propres yeux, depuis le seul point de vue au monde d'où les grands sont vraiment vus. D'en bas, là où ils pensent que personne ne regarde. Elle apprendrait si les rumeurs étaient vraies. Elle apprendrait s'il y avait, derrière sa porte fermée, quelque chose aux côtés de quoi une femme pourrait vivre. Et puis, avant la Saint-Michel, elle s'éclipserait aussi discrètement qu'elle était venue. Elle rentrerait chez elle, mettrait sa seule belle robe et arriverait à la grande porte d'entrée comme Mademoiselle Penburn, comme attendu. Personne à Renton n'aurait jamais besoin de savoir que la fiancée et la fille des moissons avaient les mêmes yeux gris. Ou alors, elle n'arriverait pas du tout. C'était l'autre moitié du plan. La moitié qu'elle ne disait pas à voix haute, même à elle-même.
Si ce qu'elle trouvait était de la cruauté, de la vraie cruauté, celle qui ne laisse pas de marque et n'en a pas besoin, elle rentrerait chez elle. Elle écrirait la lettre la plus difficile de sa vie et en assumerait les conséquences. Mieux valait un nom ruiné qu'une vie ruinée. Elle dit à sa tante qu'elle partait en avance à Renton pour les essayages, pour apprendre la maison, pour s'installer avant le mariage. Ce qui était vrai dans tous les détails, sauf ceux qui comptaient. Sa tante, qui voyait une duchesse et non une fille, était trop heureuse pour y regarder de plus près. Olivia prépara une petite boîte. 2 robes simples, grises et brunes. La boussole de son père enveloppée dans de la flanelle, parce qu'elle n'aurait su dire pourquoi elle la voulait près d'elle, et n'essaya pas. Et un carnet de terrain, pas le plus récent, un vieux. La toile était usée et douce au coin. Elle jeta à peine un coup d'œil à celui qu'elle y déposait. Elle comprendrait plus tard que sa main avait mieux choisi que sa tête. Elle fit les derniers milles à pied. Elle remonta la longue avenue de Renton par un après-midi gris, sa boîte sur la hanche, les pieds endoloris et simplement vêtue. Elle s'arrêta un instant au tournant où les arbres s'ouvraient et la maison se montrait. Elle regarda l'endroit qui devait être sa maison. Elle ne se sentait pas du tout comme sa maîtresse. Renton était vieille, longue et belle, d'une manière sévère. De la pierre grise argentée par le lichen. Sainte fenêtre renvoyait la lumière plate. Elle n'avait pas l'air cruelle. Les maisons le sont rarement. Mais elle avait l'air fermée. C'est le mot qui lui vint à l'esprit. Quelque part à l'intérieur, un souffle était retenu. Il était retenu depuis longtemps. Personne ne se souvenait plus comment le laisser s'échapper. Elle fit le tour jusqu'à la porte des domestiques. La gouvernante était une certaine Madame Ferris. Sèche, grise et pas méchante. Elle avait l'air harassée d'une femme qui gère une maison pleine avec un manque de personnel. Elle toisa Olivia comme on toise un cheval à la foire. Les dents à peu près, les jambes et quelque chose dans l'œil. Nam, Olivia Nye. Le mensonge sortit avec assurance. Elle l'avait répété sur la route jusqu'à ce qu'il cesse d'en avoir le goût. Des références? Aucune, madame. Je tenais la maison de ma tante à Ashcott. Je sais frotter et repriser. Et une longue journée ne me fait pas peur. Madame Ferris grogna. En septembre à Renton, c'était une recommandation suffisante. On manque de bras, c'est certain. Il y a un mariage à la Saint-Michel. Que Dieu nous aide. Et toute la maison a préparé pour ça. Elle le dit comme une femme dit n'importe quel fardeau que la famille lui impose. Sans méchanceté et sans grand espoir. Tu dormiras avec Millie au-dessus de la buanderie. Tu feras ce qu'on te dit et tu ne te mettras pas dans les jambes de la famille. À l'étage, on ne te voit pas et on ne t'entend pas. Est-ce que tu me comprends? Oui, madame. Il y a une seule règle que je vais répéter 2 fois. Le visage de la gouvernante changea. Pas s'adoucit, exactement, mais il devint prudent. Comme un visage devient prudent près d'une tombe. L'aile était fermée. Tu n'y entreras pas. Tu ne la dépoussièreras pas. Tu n'y ouvriras pas de fenêtre. Et tu ne demanderas pas pourquoi. C'était celle de Lady Arabella. C'était la sœur du maître. Elle y est morte, et on a laissé les choses en l'état. Tu n'y touches pas. Oui, madame, répéta Olivia, et quelque chose dans sa poitrine se serra à ce nom, à la platitude de ces mots. Tout un chagrin plié et rangé dans les mots, laissé en l'état. Elle était donc arrivée. C'est ainsi que tout commença. Elle était Olivia Nye, une main-d'œuvre pour les moissons à 3 shillings la semaine. Quelque part au-dessus d'elle, dans la maison silencieuse et argentée, se trouvait l'homme qu'elle avait promis d'épouser. Elle avait 15 jours pour découvrir qui il était. Elle le vit le 3e jour. Elle transportait du linge le long de la galerie supérieure. Madame Ferris manquait suffisamment de personnel pour envoyer la nouvelle fille à l'étage après tout. Avec un rappel chuchoté de garder les yeux baissés. Elle tourna au coin du couloir, et il était là, à 20 pieds d'elle, le dos tourné, à la fenêtre. Elle le reconnut immédiatement, bien qu'elle ne l'eût jamais vu. Un homme ne se tient pas dans sa propre maison comme un invité, à moins qu'il n'en soit le propriétaire. Il était grand et brun, les cheveux noirs corbeaux, coupés courts, pas encore de gris dedans. Il ne portait pas de veste, seulement sa chemise et son gilet, comme un homme le fait chez lui quand il se croit seul. Il regardait dans la cour, sans rien voir de particulier. Son immobilité n'était pas la paix. Elle avait vu son père se tenir ainsi au-dessus d'un plan qui ne voulait pas s'arranger. Une immobilité, avec toute une tempête contenue à l'intérieur. Et elle s'arrêta là où elle était, avec le linge dans ses bras, et ne respira plus. Puis il tourna la tête, et elle vit son visage et ses yeux. Ils étaient d'une couleur étrange, un bleu si sombre et si froid
qu'il était presque ardoise. Le bleu du ciel avant la neige. Ils la parcoururent une fois. Il n'y avait rien en eux. Pas d'intérêt, pas de méchanceté, pas même le léger mépris qu'un grand homme pourrait accorder à une servante sur son chemin. Rien du tout. Il la regarda comme on regarde une chaise qui a été déplacée. « C'est de la pièce, enregistrée et rejetée. Vous êtes nouvelle, dit-il. » Sa voix était basse et égale. C'était la chose la plus effrayante chez lui, cette égalité. « Oui, votre grâce. » Elle fit ce qu'elle espérait être une révérence, sans laisser tomber le linge. L'aile était fermée. « Je le sais, votre grâce. Madame Ferris me l'a dit. » Il la regarda un instant de plus. Puis il se retourna vers la fenêtre comme si elle était déjà partie. Elle comprit qu'elle l'était, de toutes les manières qui comptaient. Elle continua son chemin dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. Le linge pressé contre sa poitrine comme un bouclier. C'était le duc de Cranhurst, c'était l'homme, et elle n'avait appris de lui, en cette demi-minute, précisément rien. Sauf que la rumeur de la porte fermée n'était pas fausse, et que quelle que soit la tempête qu'il contenait, il la contenait bien. Elle devrait l'entendre, pensa-t-elle, pas seulement le voir. Un homme comme ça ne donnait rien aux yeux. Elle devrait le surprendre quand il ne saurait pas qu'il pouvait être surpris. Elle le surprit 4 jours plus tard, et elle aurait souhaité ne pas l'avoir fait. C'était le soir, après le dîner. On l'avait envoyé à la bibliothèque avec un seau de charbon. Le feu y était entretenu, bien que la pièce fût la plupart du temps vide. Elle était à genoux devant l'âtre quand elle entendit des voix dans le petit salon de lecture qui s'ouvrait sur la bibliothèque par une porte à moitié vitrée. La voix du duc et une autre qu'elle avait appris à reconnaître comme celle de M. Calder, l'homme d'affaires. Un homme sec et précis qui venait de la ville de Comté 2 fois par semaine. Elle aurait dû se faire connaître. Une servante bien élevée tous, ou fait du bruit avec le seau, ou se retire. Olivia ne fit rien de tout cela. Elle s'agenouilla, très immobile, le charbon froid dans la main, et elle écouta. Écouter était la seule raison de sa venue. Elle avait déjà entendu son propre nom, ou plutôt le nom qui était le sien, prononcé à travers la vitre. Penburn disait Calder, les accords sont revenus, signés et attestés. J'aurai la licence en main d'ici le 20. Il ne manque plus que le jour J. Un silence. Puis le duc. Bien. Si je puis me permettre, votre grâce, c'est un arrangement solide. La famille de la jeune femme est respectable. Elle n'appartient à aucune faction. Pas de dette, non. Inutile de me vendre le cheval, Calder. Je l'ai déjà acheté. La main d'Olivia se crispa sur le charbon. La cour voudra voir un foyer établi, continua Calder, imperturbable. Comme un homme est imperturbable quand il connaît son maître depuis longtemps. Une épouse, une maîtresse de maison à Renton. Les gens de Madame Marlowe auront peu de choses à redire à cela. C'est là toute son utilité. La voix du duc ne s'éleva pas. C'était la partie terrible. Elle resta égale, froide et raisonnable. La voix d'un homme qui expose des chiffres. Ne tournons pas autour du pot, du moins entre nous. J'épouse une femme que je n'ai jamais rencontrée parce qu'un tribunal à Londres ne laissera pas un enfant à la garde d'un homme qui vit seul. Elle est un nom à inscrire sur un registre. Elle aura Renton, mon nom, tout le confort que le domaine peut fournir. En échange, elle fera en sorte que la maison ait l'air de ce qu'une maison doit avoir l'air. Je la dérangerai aussi peu qu'une personne peut en déranger une autre sous le même toit. Je ne la connais pas et ne souhaite pas la connaître. Je ne feindrai pas ce que je ne ressens pas, Calder. Ni pour la cour, ni pour elle. Elle peut rester dans sa partie de la maison. Je resterai dans la mienne, votre grâce. Cela suffira. Olivia était agenouillée sur l'âtre froid, avec le charbon froid dans sa main froide. Elle sentit tout son plan se réduire en cendres devant elle. Elle est un nom à inscrire sur un registre. Elle était venue pour savoir qui était cet homme, et elle l'avait appris. Et c'était pire que la rumeur, parce que la rumeur avait au moins été passionnée. Un duel, un tempérament, une nature sauvage. Ceci était froid. C'était un homme qui avait considéré le fait de son existence comme il avait regardé la chaise déplacée. Il l'avait trouvée commode, et l'avait dit à son avocat d'une voix qui ne contenait absolument rien. Elle ne pleura pas. Elle avait appris il y a longtemps que les larmes ne changent rien et coûtent trop cher. Elle entretint le feu avec des mains qui ne tremblaient pas, parce qu'elle leur ordonnait de ne pas trembler. Elle emporta le seau vide par la porte du fond. Elle descendit au lit qu'elle partageait avec Milly au-dessus de la buanderie. Elle resta allongée dans le noir, fixant le plafond sombre, et décida de rentrer chez elle. Elle partirait à la fin de la semaine. Elle écrirait la lettre difficile. Mieux valait un nom ruiné. Ce fut sa première pensée,
et sa deuxième, et sa troisième, pendant la majeure partie d'une mauvaise nuit. C'est vers le matin, quand les oiseaux commencèrent à chanter, qu'une quatrième pensée lui vint, indésirable, et qui ne voulait pas s'en aller. Je ne feindrai pas ce que je ne ressens pas. Elle retourna cette phrase dans son esprit. Un homme froid, un homme cruel, un homme qui ne voulait que son nom et sa tenue de maison. Un tel homme lui aurait promis la lune. Il aurait écrit des lettres tendres. Il aurait joué le fiancé empressé pour la cour et pour elle, sans en penser un mot. Et elle ne l'aurait jamais su avant que la porte de la chapelle ne se referme derrière elle. Cet homme avait refusé. À son propre avocat, dans sa propre maison, sans personne, pensait-il, pour l'entendre. Il avait refusé de prétendre à une chaleur qu'il ne ressentait pas, même là où la prétention l'aurait servi. C'était froid. C'était la chose la plus froide qu'elle ait jamais entendu un homme dire d'une femme qu'il comptait épouser. Mais ce n'était pas un mensonge. Et elle avait passé toute sa vie parmi des hommes qui mentaient sur la terre. Et elle connaissait la différence entre une dure vérité et un doux mensonge. Comme elle connaissait le nord sur la boussole, sans avoir à y penser. Elle ne rentra pas chez elle à la fin de la semaine. Elle se dit que c'était pour l'enfant. Elle avait entendu le nom de l'enfant. Maintenant, il y avait un enfant, une pupille, une fille, et elle voulait la voir avant de partir. Sais-tu, c'était même en partie vrai. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Lui non plus n'avait pas dormi. Le duc de Cranhurst, en règle générale, ne dormait pas bien. Et ce, depuis l'hiver où sa sœur était morte dans la chambre devant laquelle il ne pouvait plus passer. Mais cette nuit-là, il resta éveillé pour une raison qu'il ne pouvait nommer, et cela l'agaçait. Car il était un homme qui aimait connaître la cause des choses, et la cause de ceci lui échappait. Il n'avait rien dit à Calder qu'il n'eût pensé 100 fois. Tout était vrai. Il épousait une étrangère pour satisfaire la cour de la chancellerie. C'était une affaire froide, et il n'avait jamais prétendu à lui-même que c'était autre chose. Il l'avait dit clairement. Pourquoi alors le fait de le dire lui pesait-il comme une pierre avalée? Il se leva avant le jour et descendit dans son salon de lecture. Le feu avait été ravivé et entretenu avec une propreté qu'il remarqua sans savoir qu'il la remarquait. Il s'assit à son bureau et attira vers lui les papiers qui gouvernaient ses journées maintenant. Les lettres de Londres, les menaces prudentes du procureur. C'était toute la lente machinerie par laquelle Sabine Marlowe comptait lui enlever l'enfant de sa sœur, Flora. Elle avait 6 ans. Elle avait le menton de sa mère et la manière de sa mère de devenir très immobile quand elle avait peur. Ce qui arrivait souvent, car elle avait eu très peur dans sa courte vie. Son père, Marlowe, le mari de sa sœur, était mort de la même fièvre qui avait emporté Arabella, à 1 mois d'intervalle. L'enfant avait perdu ses 2 parents en un seul hiver noir. Elle était venue à Renton, chez un oncle qui ne savait pas comment lui parler. Et dans une maison qui avait oublié comment être bienveillante. Il avait fait de son mieux. Il savait que son mieux était une piètre chose. Il lui avait donné des chambres, une nourrice, tout ce que l'argent achète, et rien de ce qu'il n'achète pas. Il l'avait vue devenir plus silencieuse de mois en mois sous son toit. Il n'avait pas su comment y remédier, car il ne savait pas comment se remédier lui-même. Et maintenant, Sabine la voulait. Il ne pouvait même pas haïr cette femme comme il se doit, ce qui aurait été plus simple. Sabine Marlowe était la sœur de son défunt beau-frère, la tante de Flora de l'autre côté. Son sang autant que lui. Et elle était pauvre, et elle était seule, et elle avait aimé Arabella elle aussi. Il savait qu'elle l'avait aimée. Ils se souvenaient d'elle ensemble, des années auparavant, avant tout cela, riant d'une bêtise dans la longue galerie. Elle n'était pas un monstre. C'était une femme effrayée, sans argent, sans mari, sans enfant à elle. Dans la fille de son frère décédé, elle voyait la seule chose qui lui restait au monde à aimer. Elle s'était persuadée, car on peut se persuader de tout ce dont on a besoin, qu'un duc célibataire et froid, à la réputation violente, n'était pas un tuteur convenable pour une petite fille. Elle, chaleureuse, féminine et proche, ferait mieux. Le diable, c'est qu'un tribunal pourrait être d'accord, car le monde savait ce qu'il était. Le monde se souvenait du duel, 9 ans déjà. La sœur d'un ami calomnié, un défi qu'il n'avait pu, en honneur, refuser. Un coup de feu qu'il n'avait pas voulu mortel, et qu'il l'avait été tout de même. Le monde ne l'avait jamais laissé oublier. Le froid Cranhurst, le duc qui a tué son homme, le duc qui a fermé sa maison et son cœur en même temps. Qu'un tel homme se présente seul en chancellerie, non marié,
et jure qu'il est apte à élever une enfant en deuil, et voyons jusqu'où cela le mènera. Alors il se marierait. Un foyer établi, une duchesse à Renton, une femme d'une respectabilité irréprochable pour se tenir à ses côtés et dire en substance « ceci est un foyer ». C'était une armure que la cour ne pourrait pas facilement percer. C'était de sang-froid. Il savait que c'était de sang-froid. Il l'avait dit à Calder. Ce qu'il n'avait pas dit à Calder, ce qu'il n'avait dit à personne, c'était la chose qui l'avait tenu éveillé. Qu'il avait honte. Pas de garder Flora, jamais de ça. Il avait honte de la femme, de mademoiselle Penburn, qu'il n'avait jamais rencontrée. Une fille d'arpenteur de 23 ans, sans fortune, sans père. Sa grand-mère l'avait trouvée. Ses avocats l'avaient achetée. Elle devait être amenée à Renton comme un meuble choisi pour établir un fait juridique. C'était une personne. Elle avait vraisemblablement ses propres espoirs et son propre cœur. Elle était entraînée dans sa guerre froide pour un enfant qu'elle n'avait jamais vu. Pour passer sa seule vie aux côtés d'un homme qui avait dit à son avocat qu'il ne souhaitait pas la connaître. Il avait pensé chaque mot de cela. Et en restant éveillé, il avait découvert, à sa grande irritation, qu'il aurait souhaité ne pas l'avoir dit. Il y avait eu une servante dans la bibliothèque. Il s'en souvenait maintenant, vaguement. Une fille près de l'âtre quand il était entré, partie quand il avait pensé à regarder. Il espérait qu'elle était partie avant que Calder ne parle. Ce serait une chose laide, pensa-t-il, qu'une servante rapporte à l'office. Il avait appelé sa fiancée un nom sur un registre. Cela se saurait, cela se savait toujours. Il chassa cette pensée. Il avait un enfant à garder, un procès à mener et un mariage à endurer. Il n'avait pas de temps pour l'opinion d'une femme de chambre. Il se souviendrait plus tard que c'était le premier matin où la nouvelle fille lui avait traversé l'esprit. Il s'en souviendrait parce que c'était presque la dernière chose à laquelle il pensa avant que tout ce dont il était certain ne commence, très doucement, à se défaire. Olivia rencontra l'enfant près du pigeonnier 3 jours plus tard. On l'avait envoyé avec des restes pour la volaille de la cour. En contournant le mur, elle trouva une petite fille assise sur le montoir, entièrement seule, très droite. L'enfant regardait un chat gris se laver dans une tache de soleil, avec l'attention féroce d'une personne qui a décidé que le chat est une compagnie plus sûre que tout autre. L'enfant leva les yeux. Elle avait un menton pointu, des cheveux sombres et des yeux qui avaient connu plus de chagrin que des yeux de 6 ans ne le devraient. Elle ne sourit pas, elle ne courut pas, elle regarda seulement et attendit. À la manière d'une créature qui a appris à ne pas attendre grand-chose et à être prête à moins. « Tu es nouvelle », dit-elle. C'était exactement ce que son oncle avait dit, avec exactement la même petite voix grave. Et le cœur d'Olivia s'emballa pour elle. D'un seul coup, et complètement. « Je le suis », dit Olivia. « Je suis Olivia, et tu dois être mademoiselle Flora. Comment le sais-tu? Il n'y a qu'une seule petite fille à Renton. » Ce n'était pas un calcul difficile. Quelque chose vacilla au coin de la bouche de l'enfant. Pas un sourire, presque. La cuisinière dit que je ne dois pas être dans les pieds des domestiques. Tu n'es nulle part près de mes pieds. Tu es sur le montoir, et je suis près du mur, et le chat est entre nous pour maintenir la paix. Olivia s'accroupit et commença à jeter les restes pour les poules, sans se presser, laissant l'enfant regarder. Tu peux rester et aider si tu veux. La brune mord, alors fais attention à elle. Flora considéra cette offre avec le sérieux d'un traité. Puis elle glissa du montoir, vint s'accroupir et jeta une croûte pour les poules d'un petit lancer par en dessous. Elles nourrirent toutes les deux la volaille, dans un silence complice qu'Olivia n'avait pas ressenti depuis la mort de son père. Le silence de 2 personnes, contentes d'être proches l'une de l'autre, et n'exigeant rien. Elle apprit beaucoup de choses en cette demi-heure, la plupart sans parole. Elle apprit que l'enfant mourait de faim. Pas de pain, elle était assez bien nourrie, mais de la chaleur ordinaire et insouciante que personne à Renton ne semblait plus savoir comment lui donner. Elle apprit que Flora parlait de son oncle avec un respect las, comme d'un temps pour lequel on s'habille. Et elle apprit, quand une cloche sonna quelque part et que l'enfant dut partir, que Flora, au dernier moment, se retourna et dit d'un trait, comme si cela lui coûtait, « Seras-tu là demain ?»« Je le serai, » dit Olivia. Elle n'avait pas eu l'intention de s'engager. Elle s'entendit le faire. Et elle sut, en revenant avec le seau vide, que quoi qu'elle se soit dit sur les semaines et les quinzaines, elle ne pourrait pas s'éclipser tranquillement de cette maison. Elle ne pourrait pas laisser cet enfant à son silence froid et fermé, avec la conscience tranquille. Le plan avait maintenant une fissure.
Et la fissure avait un nom, et le nom était Flora. Elle resta. Septembre passa. La maison se remplit du bruit d'un mariage. Elle se préparait pour une fiancée qui, à son insu, frottait déjà ses sols. Olivia apprit à connaître la maisonnée comme on lui avait appris à connaître un terrain. Patiemment, en l'arpentant, en notant ce qui se trouvait où et ce qui menait à quoi. Elle apprit que Millie, sa compagne de lit, avait un amoureux dans les écuries, un bon cœur et une langue bien pendue. Elle était une source de tout ce que les domestiques savaient. Elle apprit que Madame Coombe, la cuisinière, régnait sur la cuisine comme une petite monarchie en colère. Elle avait pleuré, réellement pleuré, le jour où le mariage fut annoncé. Par pur soulagement que le maître se marie enfin et que la maison, peut-être, reprenne vie. Elle apprit que le vieux Jervis, le jardinier, avait connu le duc enfant. Il disait, si on insistait et qu'on lui donnait une chope de petite bière, qu'il y avait eu un garçon chaleureux là-dedans, autrefois, avant que le monde ne lui fasse ce que le monde fait. Et elle apprit l'histoire de la maison, qui était l'histoire de son deuil, racontée en morceaux par une demi-douzaine de langues. Lady Arabella avait été la lumière de Renton. Tout le monde le disait. Plus jeune que son frère, vive là où il était grave. Elle avait épousé un certain Monsieur Marlowe par amour, contre les avis. Elle avait été heureuse et avait eu une fille. Puis, en un hiver terrible, la fièvre était montée des fermes d'en bas. Elle avait emporté d'abord son mari, puis elle, en l'espace d'un mois, dans l'aile est, pendant que son frère veillait à son chevet, sans pouvoir rien faire. Le duc avait fermé l'aile le lendemain des funérailles. Il ne l'avait pas rouverte depuis. Il était devenu, si possible, plus froid qu'avant. Ceux qui l'aimaient, et ils étaient plus nombreux que le monde ne le supposait, comprenaient que ce n'était pas l'absence de sentiments, mais son barrage. C'était un homme qui retenait un flot par la force, n'osant pas ressentir un peu de peur de tout ressentir. Olivia écouta tout cela et le confronta, pièce par pièce, à la voix égale et froide qu'elle avait entendue à travers la vitre. Et elle découvrit que les deux ne restaient pas séparés. Je ne la connais pas, et ne souhaite pas la connaître. Un homme qui avait vu sa sœur mourir et n'osait pas ouvrir sa porte. Elle l'avait cru une porte fermée. Elle commença à soupçonner qu'il était une porte verrouillée, ce qui est une chose différente, car une porte verrouillée est une porte que quelqu'un tient fermée exprès, contre quelque chose, de l'intérieur. Elle le voyait souvent maintenant, à distance, comme une domestique voit la famille. Une silhouette au bout d'un couloir, un cavalier sortant à l'aube, une tête brune penchée sur des papiers, aperçue à travers une porte, alors qu'elle passait avec son seau. Elle l'observa avec Flora une fois, depuis le jardin, sans qu'il le sache. L'enfant avait couru vers lui à travers la pelouse, avec un petit triomphe à montrer. Un escargot, une plume. Il s'était accroupi à son niveau, et avait regardé le trésor avec une courtoisie grave. Il avait dit quelque chose qui avait fait que l'enfant se tenait un peu plus droite. Et Olivia, près de la haie, avait vu sa main se lever comme pour toucher la petite tête brune, et s'arrêter à un pouce d'elle, puis retomber. Comme s'il n'en avait pas le droit. Comme si la tendresse était une chose à laquelle il avait renoncé, et qu'il ne pouvait distribuer qu'à un pouce à la fois, de très loin. Elle se détourna de la haie avec un sentiment qu'elle ne voulait pas nommer. C'est la 3e semaine, à l'approche de la Saint-Michel, que la terre commença à lui parler. On l'avait envoyé avec Flora et Millie porter un dîner aux hommes qui rentraient le dernier foin du pré d'en bas. Leur chemin longeait la limite et du domaine, là où les terres de Renton rejoignaient une plus petite propriété, que les domestiques appelaient la tenue de Ludwell. Celle de Flora, disait-il, bien que l'enfant fût trop jeune pour le comprendre. Une ferme et un moulin que son père décédé lui avait laissés, détenus en fiducie par son oncle. Olivia ne prêtait attention à rien de tout cela. Elle observait le sol parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Parce que la fille d'un arpenteur lit un champ comme d'autres lisent un visage. Et c'est ainsi qu'elle fut la seule des 3 à voir la pierre. Elle se dressait à l'angle où le pré rencontrait le bief du moulin. À moitié enfoncée dans le gazon, couverte de mousse. Une borne ordinaire que 1000 yeux auraient dépassée sans y penser. Olivia s'arrêta comme si elle avait été frappée. Elle s'approcha. Elle s'agenouilla et, avec ses doigts, elle dégagea la mousse de sa face usée par le temps. Là, gravée profondément et précisément dans la pierre grise, usée mais sans équivoque, se trouvait une marque qu'elle avait connue toute sa vie. Une large flèche avec 2 petites lettres à côté. W. P. Walter Penburn. La marque de son père, sa main,
sa pierre, placée ici par lui pour fixer une ligne qu'il avait mesurée. Combien d'années auparavant, quand elle était un bébé dans les bras, trop petite pour s'en souvenir, quand le vieux duc était jeune et que tout ce domaine était délimité avec précision, coin par coin, par un homme avec une chaîne et une boussole. Sa fille était encore trop nouvelle au monde pour en tenir l'autre bout. Elle s'agenouilla dans l'herbe mouillée, la main sur la pierre, et ne put parler. « Libby, dit Flora en revenant la chercher. « Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une vieille pierre. C'est celle de mon père, dit Olivia, avant de pouvoir se retenir. Puis rapidement, c'est-à-dire, c'est une vieille marque d'arpenteur. Tu vois la flèche? Un homme a placé ça ici il y a longtemps, pour dire que la ligne passait juste ici et nulle part ailleurs, pour que personne après lui n'ait besoin de se quereller à ce sujet. » Flora regarda la marque avec un nouveau respect. « C'est un trésor? » »« Oui, dit doucement Olivia. « En fait, je pense que c'est peut-être exactement ça. » Car elle était déjà agenouillée là, faisant des calculs dont elle ne comprenait pas encore tout à fait l'utilité. C'était la limite Ace de Renton, le terrain même que son père avait arpenté pour le vieux duc. Et voici sa pierre, se tenant là où il l'avait placée, fixant la ligne entre le domaine et la tenue de Ludwell. Et la ligne, comme sa pierre le déclarait, passait de l'autre côté du moulin et de tout le bon pré irrigué, ce qui signifiait que le pré et le moulin qui l'alimentaient, la terre la plus riche à 1 mille à la ronde, ne se trouvaient pas du côté de Renton, mais du côté de Ludwell, du côté de Flora. Elle ne savait pas encore pourquoi cela importait tant. Elle l'apprendrait dans la semaine, mais quelque chose en elle, la fille de l'arpenteur qui avait grandi en réglant des querelles sur de telles lignes, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle savait, comme elle connaissait le Nord, qu'elle venait de mettre le pied au milieu de quelque chose. Elle était peut-être la seule personne en vie qui pouvait encore mettre la main sur la véritable mesure de cette affaire. Un coin de celle-ci se trouvait dans le carnet de terrain usé, relié de toile, au fond de sa boîte au-dessus de la buanderie. L'ensemble, certifié et complet, dans le relevé de son père, chez elle à Ashcott. La raison pour laquelle cela importait lui parvint, comme la plupart des choses dans cette maison, par une porte entr'ouverte. Le procureur de Sabine Marlowe avait déposé sa dernière et plus lourde accusation. Olivia reconstitua le puzzle en 2 jours. À partir des ragots de Milly, de la voix sèche de Calder s'échappant du salon de lecture, et de sa propre réflexion intense, jusqu'à ce que tout soit clair et froid devant elle. Le dossier de Sabine pour prendre Flora avait 2 piliers. Le premier était le duc lui-même, sa froideur, sa solitude, le vieux sang sur son nom. Tout ce qu'un procureur habile pouvait présenter comme une inaptitude. Le second, plus récent et pire, était l'argent. Le procureur avait examiné le patrimoine de la pupille, Ludwell, l'héritage de l'enfant de son père, et il comptait arguer que le duc, en tant que fiduciaire, l'avait mal géré, ou pire, qu'il l'avait utilisé. Pendant des années, selon l'accusation, le foin du pré irrigué était allé dans les granges de Renton, et le loyer du moulin dans les livres de Renton, comme si le pré et le moulin appartenaient au duc. Voici un tuteur, dirait le procureur, qui ne pouvait même pas garder les champs de sa pupille séparés des siens, qui avait laissé une fortune en bonne terre, dériver tranquillement de l'autre côté de la ligne, dans son propre domaine, qu'un tel homme soit démis de ses fonctions, et que l'enfant et ses biens soient mis en des mains plus sûres. C'était, comprit Olivia, un mensonge construit sur une vérité. Le duc avait pris le foin du pré et le loyer du moulin. Elle n'en doutait pas, mais elle avait vu les livres du domaine une fois, aperçus par-dessus le bras de Calder. Elle aurait mis sa vie en jeu. Le duc avait crédité honnêtement chaque centime sur le compte de Flora, avec l'intention de le lui remettre en totalité à sa majorité. Elle l'avait entendu. Tout le confort que le domaine peut fournir. Quoi qu'il fût, il n'était pas un voleur, et encore moins un voleur de l'enfant de sa sœur décédée. Mais il ne pouvait pas le prouver. C'était là le piège, et il était magnifique. Car toute l'accusation reposait sur une seule question. Le pré appartenait-il à Flora ou à Renton? Et la réponse dépendait de l'endroit où passait la vraie ligne. Et la vraie ligne n'avait jamais été fixée avec certitude sur le papier. Le vieux plan du domaine qui était accroché dans le couloir était une chose négligée, dessinée par personne en particulier. Et il montrait la ligne passant du côté proche du bief, avec le pré du côté de Renton. Si ce plan tenait, alors le duc avait, pendant des années, traité sa propre terre comme la sienne.
Les crédits au compte de Flora étaient au mieux de la charité, au pire la couverture d'un homme coupable. Quoi qu'il en soit, l'image que le procureur peignait d'un tuteur qui ne pouvait pas garder distinct le patrimoine de sa pupille tenait assez bien pour effrayer un tribunal. La seule chose au monde qui pouvait briser cela était un relevé, une mesure vraie, assermentée, professionnelle du terrain, montrant la ligne réelle. Cela montrerait que le pré et le moulin appartenaient à Flora, sans aucune contestation possible. Alors, le fait que le duc les ait crédités à son compte se révélerait non pas comme une culpabilité, mais comme une simple honnêteté. Un fiduciaire s'occupant des biens de sa pupille exactement comme il le devait. Et il y avait eu un tel relevé. 20 et quelques années auparavant, un homme s'était agenouillé au coin de ce pré et avait gravé une large flèche et 2 lettres dans une pierre. Il était rentré chez lui et l'avait dessiné au propre, coin par coin, dans ses carnets de terrain. Puis dans le relevé assermenté complet. Le vieux carnet de terrain qu'elle avait emporté à Renton contenait ce coin précis, la limite est, au fond de sa boîte, au-dessus de la buanderie. Olivia savait maintenant quel livre sa main avait choisi et elle en eut des frissons, chauds et froids à la fois. Mais l'ensemble de la mesure assermentée, le volume juste et complet qu'un tribunal exigerait, se trouvait toujours chez elle à Ashcott, à 30 miles de là. Ce qu'elle avait sous ce toit, c'était le fil conducteur. La preuve elle-même, elle devrait aller la chercher. Elle pouvait les sauver tous les deux, l'enfant et l'homme qui l'avait appelé un nom sur un registre. Et pour le faire, elle devrait cesser d'être Olivia Nye. Elle ne le décida pas cette nuit-là non plus. Elle n'était pas une fille qui prenait un souhait pour un plan, et c'était bien plus qu'un souhait. Présenter le livre, c'était mettre fin au déguisement. Il n'y avait aucun moyen de poser le relevé de son père sur la table sans dire de qui elle était la fille. Et une fois qu'elle était la fille de Penburn, elle n'était plus qu'à un pas d'être la Penburn à qui un mariage était dû à la Saint-Michel. La coïncidence était trop grande pour être cachée, et elle était trop honnête pour essayer. Pour sauver Flora, elle devait se révéler. Et se révéler, c'était s'approcher de l'homme froid derrière la vitre et dire, en substance, « Je suis le nom sur votre registre. J'ai été dans votre maison pendant 3 semaines à vous observer parce que je ne vous faisais pas confiance. » Elle ne savait pas comment il le prendrait. Elle pensait, au vu des preuves, qu'il pourrait le prendre très mal. Alors elle fit d'abord une chose lâche, et une chose intelligente. Elle aida sans se dévoiler. Elle attendit d'être de nouveau envoyée au feu du salon de lecture. Elle emporta avec elle, roulée et petite dans son tablier, une copie au propre qu'elle avait faite à la bougie pendant 2 nuits. Pas du relevé entier, seulement de ce coin, le pré, le bief, la vraie ligne. Dessinée clairement de sa main soignée, avec les relèvements de la boussole indiqués, et aucun nom nulle part. Elle le laissa sur le bureau, à côté de l'encrier, là où Calder le trouverait. Elle le voulait comme un panneau indicateur. Une main avait montré la direction. Qu'il la suive. Celle faillit la perdre, car le duc le trouva le premier, pas Calder. Et il n'était pas un imbécile. Il fit appeler la servante qui s'occupait de son feu. Elle se tint dans le salon de lecture, les mains jointes et les yeux baissés. Il était assis derrière le bureau, sa copie au propre étalée devant lui. Pendant un long moment, il ne dit rien du tout, et elle pouvait le sentir regarder le sommet de sa tête inclinée. « Ceci était sur mon bureau, dit-il enfin, sous l'encrier. Ce n'était pas là ce matin. Oui, votre grâce, c'est vous qui l'avez mis là. Ce n'était pas une question. Elle avait pensé à mentir. Elle découvrit qu'elle ne le pouvait pas tout à fait. Pas face à cette voix égale. Je l'ai fait, votre grâce. Vous allez me regarder. Elle le regarda. Ses yeux bleu ardoise n'étaient pas froids maintenant. Enfin, pas seulement froids. Il y avait quelque chose derrière qui travaillait dur. Un homme faisant de rapides calculs de son côté. Il tourna le papier vers elle. Savez-vous ce que c'est? Un relevé de la limite est, votre grâce, là où Renton rencontre les terres de Lodwell. Sa voix était plus stable qu'elle ne l'était. Il montre la vraie ligne. Le pré irrigué et le moulin tombent du côté de Lodwell. Ils appartiennent à l'enfant, votre grâce, pas au domaine. Si cela peut être prouvé, l'accusation contre vous tombe. Il devint très immobile. C'était l'immobilité qu'elle avait vue pour la première fois à la fenêtre. Tout en lui était tendu. Une servante, dit-il lentement, qui s'occupe de mon feu, connaît le droit des fiducies, et le tracé de ma limite est, et dessine un plan d'arpenteur d'une main soignée à la lueur d'une bougie. Qui êtes-vous? Et voilà. C'était arrivé plus tôt qu'elle ne l'avait prévu.
La porte autour de laquelle elle tournait depuis 3 semaines, grande ouverte devant elle. Elle le regarda, la tête sombre et corbeau penché vers elle. Toute cette force si durement contenue. L'homme qui s'était accroupi pour un escargot sur une pelouse et n'avait pas osé toucher les cheveux de l'enfant. Et elle découvrit qu'elle n'était pas prête. Pas ici. Pas volée dans une pièce éclairée par le feu. Lâchée parce qu'elle avait été prise. C'était une chose trop grande pour être dite petitement. Mon père était arpenteur, votre grâce, dit-elle. Ce qui était vrai. Et seulement cela. Il m'a appris à lire le terrain. J'ai vu que le vieux plan dans le couloir était faux. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et voir une mauvaise mesure envoyer un enfant dans de mauvaises mains. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous demande pardon pour cette liberté. Il la regarda longuement. Elle pensa qu'il insisterait. Elle le vit décider, pour ses propres raisons, de ne pas le faire. Elle le vit la classer comme un mystère, à ouvrir plus tard, quand la chose la plus urgente serait réglée. Votre liberté, dit-il enfin, très sec, a peut-être sauvé l'héritage de ma pupille. Je trouve que je ne peux pas me résoudre à la réprouver. Une pause. Où est le reste de ceci? La copie d'un coin ne prouve rien. J'aurais besoin du relevé lui-même, certifié dans le propre carnet de l'arpenteur, s'il doit tenir lors d'une audience. Je sais où il est, votre grâce, dit Olivia. Il n'est pas ici. Le carnet certifié se trouve à une dure journée de route, chez moi. Mais je peux le chercher et le mettre entre vos mains avant l'audience. Je vous donne ma parole. La parole, dit-il, d'une servante dont je ne suis pas sûr que le nom soit le sien. Oui, votre grâce, dit-elle fermement. Cette parole-là. Quelque chose bougea au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire. Presque. Alors je découvre, dit-il, que je la crois. Ce qui est plus que je ne peux expliquer. Allez. Et il l'arrêta à la porte d'un mot. Et quand elle se retourna, il la regardait avec une expression qu'elle ne put déchiffrer du tout. Merci, dit-il, comme si les mots étaient étrangers dans sa bouche, et qu'il les essayait pour la première fois depuis des années. Qui que vous soyez. Elle sortit. Elle se tint dans le couloir froid, le dos contre le mur, le cœur battant comme un marteau. Et elle comprit 2 choses à la fois, et aucune d'elles n'était dans son plan. La première était qu'elle allait apporter le livre, se révéler et accepter ce qui viendrait. La seconde était pire, et elle le savait. Elle le voyait maintenant, depuis la pelouse et l'escargot. Elle était venue à Renton pour savoir s'il y avait, derrière la porte fermée du duc de Cranhurst, quelque chose aux côtés de quoi une femme pourrait vivre. Il y en avait. Et elle s'était laissée commencer à l'aimer avant d'en avoir le droit. Alors qu'il la prenait encore pour une femme de chambre, ne sachant pas qu'il avait déjà rencontré sa fiancée. Il regarda la porte se fermer derrière la servante et resta assis un long moment devant le plan qu'elle lui avait laissé. Et il ne le lisait pas, car il pensait à elle. Cela n'allait pas. Il savait que cela n'allait pas. Et il y pensait quand même. Il y avait une femme dans sa maison qui était apparue de nulle part 3 semaines auparavant. Elle frottait ses sols, nourrissait ses poules et lisait sa terre comme une érudite. Elle était entrée dans son salon de lecture et, en l'espace de 5 minutes, avait démoli l'affaire qui l'étranglait depuis 1 mois. Elle lui avait menti sur son nom et lui avait dit la vérité sur sa pupille. Et elle l'avait regardé. C'était la chose à laquelle il revenait sans cesse, la retournant dans l'obscurité de son esprit comme une pièce de monnaie. Elle l'avait regardé quand il le lui avait demandé. Droit dans les yeux, sans le tressaillement auquel il était habitué, sans la peur ni la flatterie. C'était comme si elle voyait l'homme et non la réputation, et avait décidé, sur la base des preuves, que l'homme valait la pure vérité. Personne ne le regardait ainsi. Sa grand-mère peut-être. Personne d'autre en 9 ans. Il devait se marier dans 1 semaine avec une étrangère, pour le bien de l'enfant, et à juste titre. Et il ne s'en repentait pas. Mais assis là, il sentit tout le poids froid de ce qu'il avait arrangé d'une manière qu'il avait réussi à ne pas ressentir auparavant. Il allait se lier pour la vie à une mademoiselle Penburn qu'il n'avait jamais vue. Pendant ce temps, la seule personne sous son toit qui l'avait fait se sentir, pendant 5 minutes, moins comme une maison verrouillée et volets clos, et plus comme un homme, était une servante. Il ne pouvait même pas lui parler 2 fois sans les couvrir de honte tous les deux. Il avait honte de cette pensée. Il l'avait quand même. Et il était assez honnête dans l'intimité de son propre crâne pour la nommer. Qu'il ne voulait pas de l'étrangère. Qu'il voulait, que Dieu l'aide, la femme de chambre aux yeux gris qui lui avait dit la vérité sur une pierre. C'était impossible. Il l'a mis de côté, comme il mettait tout de côté,
derrière la porte verrouillée de lui-même. Mais il l'avait senti bouger. La chose qu'il tenait endiguée. Et un barrage qui a senti l'eau bouger n'est plus jamais aussi sûr de lui-même. Il se souviendrait de cette soirée, aussi, plus tard. Il s'en souviendrait comme de la nuit où il avait compris pour la première fois à quel point il avait construit toute sa vie pour ne rien ressentir. Et combien peu il avait fallu un regard clair d'une femme simple pour lui montrer que les murs étaient en papier. Elle avait l'intention de lui dire le lendemain. Elle n'en eut pas l'occasion, car le lendemain, Sabine Marlowe vint à Renton. Elle vint sans y être invitée, dans une chaise de poste louée, sous le prétexte de boire l'enfant avant l'audience qui déciderait de tout l'avenir de l'enfant. C'était cruel. Elle ne savait peut-être pas que c'était cruel. Étant une femme qui s'était persuadée de sa propre bonté. Olivia était dans le hall avec une brassée de verdure pour la Saint-Michel quand la porte s'ouvrit et la femme entra. La première pensée d'Olivia en la regardant fut qu'elle s'était attendue à une méchante et n'avait trouvé à la place qu'une femme effrayée dans une robe retouchée. Sabine Marlowe avait peut-être 40 ans. Elle avait été belle et ne l'était plus tout à fait, usée par le labeur particulier d'être pauvre et fière à la fois. Elle regarda le grand hall avec une faim qu'elle ne pouvait cacher. Pas de la cupidité, exactement, mais le besoin brut d'une personne qui a été laissée dehors dans le froid, regardant un feu à l'intérieur. Et quand on lui amena l'enfant, elle se mit à genoux sur le sol en pierre, sans se soucier de sa seule belle robe. Elle serra Flora contre elle et ferma les yeux. Olivia, observant depuis l'ombre près de l'escalier, vit que quoi qu'il y eût de faux dans la cause de cette femme, ceci au moins était vrai. Elle aimait l'enfant. Elle ne faisait pas semblant. Elle avait perdu son frère et sa belle-sœur, et elle se noyait. Flora était la dernière chose chaleureuse dans son monde. Elle comptait l'avoir parce qu'elle ne pouvait pas supporter de perdre la dernière d'entre eux. Cela ne lui donnait pas raison. Olivia le comprit aussi. Aimer un enfant n'est pas la même chose qu'être la meilleure personne pour l'élever. L'amour de Sabine était du genre qui se noie, du genre qui s'agrippe. Il arracherait l'enfant au seul foyer qu'elle connaissait, et à l'oncle qui, Olivia le croyait maintenant, l'aimait aussi désespérément et honnêtement que Sabine, mais sans les mots. Mais cela la rendait humaine. Enlevait le méchant de l'histoire et laissait quelque chose de plus dur à sa place. Deux personnes effrayées qui aimaient toutes deux le même enfant, et un tribunal qui ne pouvait la donner qu'à l'une d'elles. Ce soir-là, Olivia surprit la conversation qui changea tout. Elle passait devant le petit salon avec un cierge pour allumer les bougies. La porte était entr'ouverte, et à l'intérieur, elle entendit la voix du duc et celle de sa grand-mère. C'était la duchesse douairière Augusta, venue ce jour-là de sa résidence pour le mariage à venir. Une petite vieille femme féroce, avec une canne et une langue comme une lancette. Olivia s'arrêta dans l'obscurité du couloir, et cette fois, elle ne se dit pas qu'elle continuerait son chemin dans un instant. Elle resta et elle écouta, car elle avait appris que c'était le seul endroit d'où elle l'entendait vraiment. « Alors utilise-le », disait la vieille femme d'un ton sec. « Tu l'as en main, Daniel. La moitié du comté sait que le frère de la femme Marlowe est mort endetté. Et pire que des dettes, son propre domaine a été rongé jusqu'à l'os. Peu importe qu'il ait eu l'esprit de mettre le Lodwell de l'enfant en fiducie avant la fin, à l'abri de tout créancier. Son nom ne supporterait pas une heure de lumière du jour. Kay Calder ne fasse que le souffler au commissaire, et elle n'osera pas se présenter dans cette salle, encore moins prendre l'enfant. Tu garderais Flora, et ce serait réglé. Un silence. Le feu crépita. Quand le duc parla, sa voix était basse et fatiguée, et Olivia n'y avait jamais entendu autant de choses. Non, non, il perdrait l'enfant pour un scrupule. Je ne la salirai pas pour gagner. Les mots sortaient lentement, comme si chacun lui coûtait. Elle aimait ma sœur, quoi qu'elle soit d'autre. Elle aimait Arabella, et elle aime l'enfant. Elle est morte de peur. Je ne me tiendrai pas dans une salle publique pour ruiner le nom d'une femme effrayée afin de lui prendre la seule chose qui lui reste. Il y a un moyen de gagner cela qui ne fait pas ça. Si on peut prouver que le prêt appartient à l'enfant, toute l'accusation de gaspillage tombe. Je garde Flora sur le simple mérite. Sabine garde son nom et peut venir à Noël et être une tante pour la fille comme il se doit. C'est ainsi que je le ferai, ou je ne le ferai pas du tout. J'ai déjà assez de sang sur mon nom, grand-mère. Je n'y ajouterai pas la ruine d'une femme pour m'épargner un chemin difficile. Olivia se tenait dans le noir avec le cierge éteint à la main. Elle sentit toute sa compréhension de l'homme se retourner et se mettre en place. Comme une pierre qui roule dans son vrai lit. Elle est un nom à inscrire sur un registre.
Elle avait bâti 3 semaines de prudence sur cette seule phrase froide, entendue à travers une vitre. Et ici, à travers une autre porte, se trouvait le reste de lui. La partie que la phrase froide avait été construite pour protéger. C'était un homme qui préférait prendre le chemin difficile et risquer l'enfant plutôt que de gagner en ruinant une femme effrayée qu'il avait toutes les raisons de haïr. Un homme qui avait dit à son avocat qu'il ne feindrait pas la chaleur, et qui maintenant, sans être entendu, refusait de feindre la cruauté non plus, bien que la cruauté l'eût servi. Il n'était pas froid, il était juste. Il s'était enveloppé de froid comme un homme enveloppe une blessure. Et sous le tissu, la chose était entière, et mieux qu'entière. Elle était bonne. Elle était venue à Renton pour savoir si elle pouvait se lier à cet homme. Elle avait sa réponse. Ce n'était pas la réponse à laquelle elle s'était préparée. C'était tellement plus grand, et cela changeait tout. Elle apporterait le livre. Elle mettrait fin au jeu, et elle entrerait dans cette chapelle à la Saint-Michel, non pas parce qu'un accord était signé, mais parce qu'elle avait entendu, à travers une porte dans le noir, exactement quel genre d'homme elle épousait. Elle l'avait choisi librement, en connaissance de cause. Ce qu'aucun arrangement au monde ne peut acheter. La voix de la vieille duchesse se fit de nouveau entendre, plus douce. « Te voilà enfin le fils de ta mère, dit-elle. J'avais commencé à en douter. Très bien, Daniel. Prouve le prêt alors, si tu le peux. Mais tu as 1 semaine, pas d'arpenteur et un plan qui ment. Comment comptes-tu le prouver, précisément ?» Et le duc dit, très bas, « Il y avait une servante. Elle a laissé un dessin sur mon bureau. Je ne le comprends pas encore, mais je pense, grand-mère, je pense que cette fille va nous sauver. Et je ne sais pas pourquoi elle le ferait. Et j'ai à moitié peur de regarder cela de trop près, de peur que ce ne soit pas réel. » Olivia s'éloigna dans le couloir avec le cierge éteint et les yeux qui piquaient, et elle ne se sentait pas capable de parler. Et pour une fois dans sa vie prudente, elle était heureuse de l'obscurité. Elle avait compté sur 1 semaine. Elle eut 2 jours, car le déguisement qui avait tenu 3 semaines s'effondra d'un seul coup, et de la direction qu'elle n'avait jamais surveillée, le passé. C'est Sabine qui le défit, et elle le fit sans le vouloir, ce qui était la manière de toute cette triste affaire. Elle avait passé la nuit à Renton, n'ayant nulle part où aller. Le matin, elle tomba sur Olivia dans le couloir. Olivia portait justement la boussole enveloppée de flanelle. Elle était montée la chercher dans sa boîte parce que le moment approchait, et elle la voulait près d'elle. L'emballage avait glissé. Le laiton capta la lumière. Et Sabine Marlowe, qui malgré ses ennuis avait un œil vif et une bonne mémoire, s'arrêta net. Elle regarda l'instrument, puis la femme qui le tenait. Son visage changea. « C'est une boussole d'arpenteur, » dit-elle. Une bonne, une ancienne, un silence, et Olivia vit la chose arriver et ne put l'arrêter. Mon frère a eu affaire une fois avec un arpenteur, Penburn. Il y avait un Penburn qui travaillait pour toutes les grandes maisons de ce comté, et Marlowe ne jurait que par lui. La proper limit de Cranhurst a été fixée par lui il y a des années. Ses yeux se plissèrent. Une femme de chambre ne transporte pas un instrument de sanguiné enveloppé dans de la flanelle comme une relique. À qui est-ce? Qui êtes-vous? Et derrière Sabine, descendant l'escalier, se trouvait le duc. Il avait entendu la fin. Olivia le vit s'arrêter sur la dernière marche. Elle vit ses yeux se poser sur la boussole dans ses mains, puis sur son visage. Elle regarda le calcul se faire derrière les yeux bleus ardoise. La servante qui lisait sa terre, qui dessinait un plan d'arpenteur à la bougie, qui connaissait le tracé de sa limite est, un Penburn qui avait fixé cette limite, une mademoiselle Penburn, qui devait arriver comme sa fiancée à la Saint-Michel. Elle les regarda s'emboîter et se verrouiller. Et elle le vit comprendre tout d'un coup. Tout. Il ne parla pas. C'était le pire et le meilleur. Un homme de moindre envergure aurait tonné, ou serait devenu blanc, ou aurait exigé des explications devant les domestiques et l'ennemi. Il la regarda seulement. Dans son visage, elle vit une blessure. Une vraie blessure. La blessure d'un homme qui ne se laisse pas atteindre. Atteint. Et en dessous, naissant. Quelque chose d'autre qu'elle n'osait pas encore nommer. « Votre grâce », dit Olivia. Sa voix était tout à fait stable, bien que rien d'autre en elle ne le fût. « Je pense qu'il est temps que je vous dise mon nom. Mais pas. » Elle jeta un coup d'œil à Sabine, au hall qui écoutait. « Pas ici et pas ainsi. Voulez-vous m'accorder 1 heure et une pièce privée, et je vous dirai tout. Et vous pourrez en juger comme vous le voudrez. Je n'ai mérité rien de mieux que votre colère.
Mais j'ai quelque chose à donner à l'enfant que nulle colère ne devrait entraver. Et je voudrais mettre cela entre vos mains d'abord. » Pendant un long moment, il ne dit rien. Sabine regardait de l'un à l'autre, perdue, sentant un courant qu'elle ne pouvait déchiffrer. « La bibliothèque, » dit enfin le duc. « Dans 1 heure. » Et puis à Sabine, avec une courtoisie si froide qu'elle aurait pu givrer du verre. « Madame Marlowe, mes gens veilleront à votre confort. Nous nous retrouverons tous comme il se doit à Wexbridge, à l'audience où ces choses sont décidées. Ah, dans mon hall !» Et il se tourna et remonta l'escalier. Olivia comprit qu'elle avait son heure et qu'elle n'avait jamais de sa vie eu plus peur de 60 minutes. Elle n'alla pas à la bibliothèque. Elle en avait l'intention. Mais debout dans le couloir, la boussole à la main, elle vit toute la situation clairement. Comme un terrain devient clair depuis une hauteur. Et elle vit qu'1 heure de confession dans une pièce éclairée par le feu n'était pas ce qu'il fallait. L'audience était dans 3 jours. Le livre, le relevé assermenté de la main même de son père, la seule chose qui pouvait faire tomber l'affaire, n'était pas à Renton. Il était à Ashcott, à 30 miles de là, où elle avait laissé la majeure partie des papiers de son père avec sa tante. Elle n'avait apporté que le seul vieux volume, dont elle savait maintenant que ce n'était pas le bon pour cet usage. Le coin dont elle avait besoin s'y trouvait, mais un tribunal voudrait le relevé complet, certifié et entier. Et celui-ci était à la maison. Elle pouvait s'asseoir dans la bibliothèque, épancher son cœur et lui demander pardon. Ou elle pouvait se mettre en route, chercher le livre et mettre entre les mains de cet homme à Wexbridge la seule chose qui sauverait son enfant. Elle pouvait laisser cela, et non ces mots, être sa confession. Elle choisit la route. Elle lui écrivit une lettre à la place. Elle se tint à la petite table au-dessus de la buanderie et l'écrivit rapidement de sa main soignée, pendant que Milly demandait ce qu'elle fabriquait. Elle lui dit la vérité, toute la vérité, sans excuse, qu'elle était Olivia Penburn, qu'elle était venue à Renton comme servante avant la Saint-Michel, parce qu'elle avait entendu dire qu'il était froid, et qu'elle ne pouvait pas se lier pour la vie à un homme sans l'avoir vu. Qu'elle avait voulu que Dieu lui pardonne la tromperie, le connaître vraiment avant de se tenir dans une chapelle et de lui donner toute sa vie. Qu'elle l'avait entendu plus d'une fois quand il ne le savait pas, les mots froids à Calder, les mots justes à sa grand-mère. Qu'entre les deux, elle avait appris qui il était, l'avait choisi et serait fière de le faire. Qu'elle était partie chercher le relevé assermenté de son père, l'intégralité. Qu'elle le retrouverait à Wexbridge, le jour de l'audience, avec la preuve qui sauverait Flora, ou mourrait en chemin en essayant. Qu'elle ne demandait aucun pardon qu'il ne souhaitait pas donner librement. Qu'elle comprendrait si, ayant été ainsi trompé, il ne souhaitait plus l'épouser. Mais que, qu'il la veuille ou non, le relevé appartenait de droit à Flora, et qu'elle l'apporterait, parce que c'était une dette qui primait sur tout le reste entre eux. Elle l'achella. Elle la donna à Milly avec un shilling et la charge solennelle de la remettre en main propre à sa grâce, et à nul autre, dans 1 heure, et pas avant. Et puis elle prit sa boîte et la boussole de son père, et sortit par la porte des domestiques, comme elle était entrée. Elle tourna son visage vers l'ouest et la longue route du retour. Elle ne se retourna pas vers la maison argentée et fermée, car si elle s'était retournée, elle n'était pas sûre qu'elle aurait pu partir. Il lut la lettre dans la bibliothèque, seule, à l'heure qu'il avait fixée pour sa confession. Quand elle ne vint pas, et que Milly apporta le papier plié à la place, avec une révérence effrayée, il la lut 2 fois. Puis il s'assit, la lettre à la main, et regarda le feu pendant un long moment. Les diverses émotions qu'un homme peut ressentir en un tel moment le traversèrent tour à tour. La piqûre d'avoir été trompé sous son propre toit, la piqûre plus profonde d'avoir été observé, pesé, testé par la femme même à laquelle il était lié. Le début de colère face à une telle présomption. Et puis, derrière tout cela, montant lentement et sûrement, la chose qui mit le reste en fuite. Elle était venue pour le connaître, pas pour le piéger, pas pour l'attraper, pas pour améliorer son marché, pour le connaître avant de lui donner sa vie, parce qu'elle prenait le don d'une vie au sérieux, comme lui, comme presque personne. Elle avait fait une chose audacieuse, inconvenante, à moitié folle. Elle l'avait faite par la qualité même qu'il avait cessé de croire qu'une femme dépenserait pour lui. Elle avait voulu la vérité sur lui plus que la sécurité de l'arrangement. Et ayant trouvé la vérité, ayant entendu le pire de lui, le froid registre et son nom, elle n'avait pas fui. Elle avait entendu le reste, et elle l'avait choisi. Louis, le froid Cranhurst, l'homme qui a tué son homme,
la maison verrouillée. Elle s'était tenue dans un couloir sombre et l'avait entendu refuser de ruiner une femme effrayée. Et elle avait décidé que cela valait le risque de sa seule vie. La servante aux yeux gris et mademoiselle Penburn étaient la même femme. Il n'avait pas, après tout, à choisir entre l'étrangère qu'il devait épouser et la seule personne qui l'avait atteint. Elle n'était qu'une. Tout l'arrangement froid dont il s'était affligé avait été, sans qu'il le sache, la chose même qu'il voulait. Venu à lui déguiser, le testant, le choisissant. Et elle était partie seule, à pied, à 30 miles de là, pour chercher la preuve qui sauverait son enfant. Et elle lui avait dit dans le même souffle qu'elle comprendrait s'il ne voulait pas d'elle. Comme si un homme pouvait lire cette lettre et ne pas la vouloir. Comme s'il existait un homme vivant qui le pût. Il se leva si vite que la chaise se renversa. « Millie », dit-il. Et sa voix n'était plus égale maintenant. Plus froide. Plus rien de ce qu'il reconnaissait. « Quelle route a-t-elle prise ?»« La route d'Ashcott, votre grâce. Vers l'ouest. Mais elle est partie depuis près d'1 heure. Il était déjà en mouvement. Il attrapa les épaules de la jeune fille, pas brutalement. Et il y avait quelque chose dans son visage qui fit que Millie le raconta ensuite à tout l'office. Comme si le maître avait pris vie d'un seul coup. Comme si un feu l'avait embrasé. « L'audience est à Wexbridge dans 3 jours, dit-il. Ashcott est à 30 miles à l'ouest. Wexbridge à 20 au sud. Elle fait le grand tour pour le bien de l'enfant, à pied, avec une boîte. » Il raisonnait à voix haute, rapidement. « Demandez à Nash de seller mon cheval. Non, faites sortir la voiture de voyage, avec des chevaux rapides, et envoyez chercher ma grand-mère à sa résidence. Elle voudra être là, et elle ne me le pardonnera jamais sinon. Nous allons à Wexbridge, et nous y allons par la route d'Ashcott, parce que quelque part sur cette route, il y a une femme qui marche et qui va tous nous sauver. Et je ne vais pas la laisser faire ça seule 1 mile de plus. »« Votre grâce, » dit Madame Ferris, qui était entrée et avait entendu la moitié de l'histoire sans rien y comprendre. « La servante est Mademoiselle Penburn, » dit le duc de Cranhurst. « C'est la duchesse de Cranhurst, si elle veut encore de moi après ce qu'elle a entendu, ce qui est plus que je ne mérite. Et j'ai l'intention de passer un bon moment à le mériter. Faites sortir la voiture, Madame Ferris. Nous allons chercher ma fiancée. » L'audience eut lieu à Wexbridge, dans les salles de réunion, devant 3 commissaires nommés pour enquêter sur la tutelle de Flora Marlowe, une enfant. Olivia avait marché sur la route de l'Ouest jusqu'à Ashcott, dormi 4 heures chez sa tante et pris l'intégralité du relevé de Renton de son père. Il était certifié complet, de sa propre main serrée, avec les chiffres de la planchette, les relèvements de la boussole, la carte bien dessinée qui montrait chaque coin du domaine fixé avec précision. Le pré et le moulin se trouvaient clairement du côté de Lodwell, hors de portée de toute argumentation. Et puis elle avait supplié pour une place sur la charrette du transporteur de Wexbridge. Elle avait cahoté sur 20 miles vers le sud, à travers une aube grise et humide. Le livre était enveloppé dans une toile cirée contre sa poitrine. Elle arriva en ville le matin de l'audience, les pieds endoloris, souillés par le voyage, et 2 tons plus pâles qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle n'avait aucune idée si l'homme qu'elle devait y rencontrer l'accueillerait comme sa fiancée ou comme la trompeuse qui s'était enfuie de sa porte. Elle ne savait pas qu'il la cherchait depuis 3 jours sur la mauvaise route. Elle ne savait pas que la voiture était allée à l'ouest, à Ashcott, l'avait trouvée partie, et s'était tournée vers le sud pour Wexbridge dans une fureur d'anxiété, arrivant la nuit précédente. Elle savait seulement que l'audience était à 10 heures et qu'elle devait être dans cette salle avec le livre avant qu'elle ne se termine, quoi qu'il en coûte. Elle arriva à la porte des salles de réunion à 10 heures moins le quart. Un greffier tenta de lui barrer le passage. Une jeune femme simple, ayant voyagé, sans avocat, sans affaires ici, et elle entendit, à travers la porte qu'il essayait de tenir, la voix du procureur de Sabine, douce et portante, exposant la ruine du duc de Cranhurst. Un homme froid, un passé violent, un tuteur qui ne pouvait distinguer les propres chants de sa pupille des siens. Un homme qui, pendant des années, avait pris le foin du pré de l'enfant et le loyer du moulin de l'enfant dans ses propres granges et ses propres livres, comme s'ils étaient siens. Voici la preuve, dit le procureur, d'un homme inapte à se voir confier la personne de l'enfant ou ses biens. Que les commissaires regardent le plan du domaine, qu'ils voient le pré se trouver clairement du côté de Renton. Il n'est pas du côté de Renton, dit Olivia. Elle n'avait pas l'intention de le dire à travers la porte. Elle le dit quand même,
de la voix claire et portante que son père lui avait appris à utiliser à travers un chant. Sa voix traversa la pièce et arrêta le procureur en pleine phrase. Dans le silence qui suivit, elle posa sa main à plat sur la porte, bouscula le greffier étonné et entra. La salle se tourna pour la regarder. Les trois commissaires à leur table. Sabine, pâle d'un côté, avec son procureur à ses côtés. Et de l'autre côté de la pièce, debout, avant même qu'elle n'ait bien franchi la porte, le duc de Cranhurst. À côté de lui, la petite silhouette féroce de la vieille duchesse. Entre eux, à moitié cachée dans les jupes d'Augusta, une petite tête brune qui se tourna, la vit et s'illumina. « Libby » dit Flora, dans le silence du tribunal. Et toute la salle entendit une enfant de 6 ans le dire. Et pas une seule âme présente ne se méprit sur la joie qui s'y trouvait. Olivia regarda le duc. Il la regardait comme si elle était de l'eau, et qu'il était depuis 3 jours dans le désert. Quoi qu'elle ait craint de trouver sur son visage, la colère, la froideur, la porte fermée, n'y étaient pas. Il n'y avait qu'une sorte d'émerveillement. Et en dessous, visible pour toute la salle s'ils avaient des yeux, une chose qu'elle n'avait jamais vu un homme porter ouvertement, et certainement jamais cet homme-là. Elle serait allée vers lui. Il y aurait bien assez de temps pour ça. D'abord, il y avait l'enfant, et la dette qui primait sur tout. « Messieurs, » dit-elle au commissaire. Elle s'approcha de leur table, posa le paquet de toiles cirées, et le déballa avec des mains qui avaient cessé de trembler dès qu'elles eurent du travail à faire. « Mon nom est Olivia Penburn. Mon père était Walter Penburn, arpenteur de ce comté, dont certains d'entre vous connaissent peut-être le nom. Il y a 22 ans, le défunt duc de Cranhurst l'a engagé pour arpenter l'ensemble du domaine de Renton et fixer ses limites avec précision. Il l'a fait. Voici son relevé assermenté, de sa propre main, complet, avec ses chiffres et ses relèvements. Et je l'ai apporté ici moi-même. » Elle ouvrit le livre à la page de la limite est, le tourna vers eux et posa son doigt sur la ligne bien dessinée. Le plan qu'on vous a montré est une copie négligée, dessinée par aucun arpenteur, et il est faux. Voici la vérité du terrain. Le pré irrigué et le moulin se trouvent du côté de Ludwell. Ils n'appartiennent pas au duc. Ils ne l'ont jamais été. Ils appartiennent à l'enfant, à son père et maintenant à elle. Et il en est ainsi depuis 20 ans, par une mesure fixée dans la pierre sur le terrain même, où tout homme peut aller lire la marque de mon père à cette heure. Le commissaire principal se pencha en avant. C'était un vieil homme. Il avait connu le nom de Penburn, et il mania le livre comme un homme manie une chose qu'il a appris à respecter. « Vous dites, dit-il lentement, que le pré et le moulin n'ont jamais appartenu au duc pour qu'il les prenne. Je dis qu'ils appartenaient à l'enfant et que le duc n'a rien pris. » La voix d'Olivia ne vacilla pas. « Envoyez chercher les livres du domaine à Renton, messieurs, et vous trouverez chaque chargement de ce foin et chaque loyer trimestriel de ce moulin, crédité depuis 20 ans au compte de la pupille. D'abord celui de son père, puis le sien. Sa grâce étant un fiduciaire honnête, a gardé ses biens comme ses biens, exactement comme la loi l'exigeait, avec l'intention de les lui rendre en totalité. Il n'a pas brouillé la ligne entre ses terres et celle de l'enfant. Il est le seul homme dans cette affaire qui l'a parfaitement respecté. Le plan mentait. La pierre de mon père ne ment pas, et je jurerai sur le relevé, et je me tiendrai prête à être interrogée à ce sujet en tant que fille de mon père, et en tant qu'arpenteuse de plein droit, devant n'importe quel tribunal d'Angleterre. Il y eut un silence dans les salles de réunion qu'Olivia se souviendrait toute sa vie. Elle entendit le procureur tourner des pages qui ne l'aideraient plus maintenant. Elle entendit le vieux commissaire dire à mi-voix « Par le ciel, la fille de Penburn », du ton d'un homme qui voit une chose se redresser alors qu'il craignait qu'elle ne tourne mal. Et elle entendit, bien qu'il ne parlât pas, le duc de Cranhurst expirer une fois, longuement et lentement. C'était comme si un poids qu'il avait porté si longtemps qu'il avait oublié que c'en était un, s'était levé d'un seul coup de sa poitrine. Le reste prit 1 heure, et ce ne fut que la conclusion de ce que le livre de son père avait réglé en un instant. L'accusation de gaspillage tomba, car il n'y avait pas eu de gaspillage, seulement un fiduciaire honnête et un plan mensonger. Et avec elle tomba l'image que le procureur avait construite du duc. Car un homme révélé comme scrupuleux pour chaque arpent d'un enfant est un homme difficile à peindre comme inapte à la garder. Les commissaires se prononcèrent en faveur du duc. Flora resterait à Renton. Mais Olivia, avant que ce ne soit fini, fit une chose de plus. Et c'était la chose qui lui importait le plus même que le livre.
Elle se tourna vers les commissaires. « Messieurs, il y a une dame dans cette salle qui a aimé la mère de cet enfant, qui aime l'enfant, qui en est arrivée là par chagrin et par peur, et non par méchanceté. Ce serait une piètre victoire que de l'exclure. Sa grâce m'a dit, et je le crois, ayant récemment fait une étude de le croire, qu'il souhaite que Madame Marlowe ait une place stable dans la vie de sa pupille, une pension, un foyer à portée de main, la liberté de Renton à Noël, et chaque fois qu'elle le voudra. Un enfant ne peut pas avoir trop de gens qui l'aiment. Je demande que, quoi que vous ordonniez, vous n'ordonniez rien qui éloigne cet enfant de sa tante. » Et Sabine Marlowe, de l'autre côté de la pièce, était venue pour prendre un enfant et était en train de la perdre. Elle s'était préparée au coup de grâce. La dette, le frère ruiné, le nom sali, toutes les armes que le duc avait refusé d'utiliser et dont elle savait qu'il les possédait. Elle porta son gant usé à sa bouche et pleura, non pas pour la perte, mais parce que la miséricorde de ce geste la désarma, là où une défaite n'aurait fait que l'endurcir. Et c'était là, pensa Olivia en la regardant, la différence entre les deux femmes qu'elle aurait pu être. Elle avait choisi de ne pas se noyer. Ils se marièrent 11 jours plus tard dans la chapelle du domaine à Renton, par un matin clair et froid, alors que les dernières feuilles tombaient, dorées, dans la cour. Mais c'est la fin de l'histoire. Il y a une chose qui s'est passée, entre l'audience et la chapelle, qui doit être racontée. Sans elle, le mariage n'était qu'un accord respecté. Avec elle, c'était l'autre chose, la vraie chose, la chose vers laquelle tout cet étrange automne avait marché. C'était le soir après l'audience, à l'auberge de Wexbridge. Il la trouva seule dans le petit salon. Pendant un moment, aucun d'eux ne sut comment commencer, ayant tant à dire et aucune pratique pour le dire. « Vous avez lu ma lettre » dit-elle enfin. « Je l'ai lue 3 fois » dit-il. « Et puis je suis monté dans une voiture et je suis parti dans la mauvaise direction pour vous chercher à Ashcott, et vous vous étiez envolé. Je n'ai jamais de ma vie eu aussi peur que l'heure où je me suis tenu dans le salon de votre tante et que je ne pouvais pas vous trouver. » Il le dit simplement, cet homme aux réponses de 2 mots. Comme si le barrage avait cédé, et que les mots venaient maintenant, parce qu'il n'y avait plus rien pour les retenir. « Vous avez écrit que vous comprendriez si, ayant été trompé, je ne souhaitais plus vous épouser. Je le pensais, je sais que vous le pensiez. C'est la chose exaspérante chez vous. Vous pensez tout ce que vous dites. » Il s'approcha d'un pas. « Alors je vais dire ceci clairement, pour qu'il n'y ait aucune place pour que vous vous mépreniez. Parce que vous avez un génie pour prendre la lecture la plus dure d'une chose. Je ne vous épouse pas à la Saint-Michel parce qu'un accord est signé. Cette femme que je n'ai jamais rencontrée, ce nom sur un registre, j'étais affligé de l'épouser. J'ai dit à ma grand-mère que je lui donnerais Renton et mon nom, et que je la dérangerais aussi peu qu'une âme peut en déranger une autre, sans rien vouloir dire de plus. Je ne pensais pas avoir plus en moi à vouloir dire. Sa voix se brisa, et il la laissa faire. Et puis une servante m'a dit la vérité sur une pierre. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus en moi que je ne le pensais. Tout cela attendait derrière une porte que je ne savais pas comment ouvrir. Pour quelqu'un d'assez malin pour passer par l'arrière et se laisser entrer. Vous êtes venu à Renton pour savoir si vous pouviez supporter de vivre à mes côtés. Je veux savoir ce que vous avez trouvé. Olivia, dites-le clairement pour que je l'aie. Elle leva les yeux vers lui, vers les yeux bleu ardoise qui n'étaient plus froids du tout maintenant, vers la tête sombre et corbeau penchée vers elle, vers toute la maison verrouillée de lui, enfin ouverte, avec une lumière qui en sortait. « J'ai entendu que vous disiez à M. Calder que j'étais un nom sur un registre, » dit-elle. « Et cela m'a presque brisé le cœur, et j'ai décidé de rentrer chez moi. Et puis je vous ai entendu dire à votre grand-mère que vous préféreriez perdre l'enfant plutôt que de ruiner une femme effrayée pour la garder. Et j'ai compris que le premier était le mur, et le second était l'homme, et qu'un homme ne construit un mur comme ça qu'autour de quelque chose qui en vaut la peine. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai découvert que je pouvais le supporter, Daniel. C'est votre nom que j'ai entendu à travers la porte, et c'est la première fois que je le dis. Et je le dis exprès pour que vous ayez cela aussi. Je n'ai pas trouvé un homme que je pouvais supporter de côtoyer. J'ai trouvé un homme sans qui je serais désolé de vivre. C'est ce que j'ai trouvé. » C'était la première fois qu'elle utilisait son nom. Il l'entendit atterrir. Quelque chose bougea sur son visage, et cette fois ce n'était pas le presque. Cette fois, c'était le sourire entier, le vrai. Celui que le monde n'avait pas vu depuis 9 ans. Et il changea tout son visage grave en quelque chose de plus jeune, de sans défense et d'entièrement à elle. « Alors prenez-moi, dit-il. Pas l'arrangement, moi, tel que je suis.
murs abattus, sans contrefaçon. Comme vous le vouliez depuis le début, et que vous étiez trop honnête pour accepter sur parole. Il lui prit les mains. Je n'ai jamais su que votre nom de famille était le vôtre, jusqu'à ce que Sabine le crie presque dans mon hall. Épousez-moi quand même, Olivia Penburn. Rentrez à la maison et soyez vus. Dieu sait que cette maison a été fermée assez longtemps. Venez m'aider à l'ouvrir. Oui, dit-elle, seulement cela. Elle avait appris de lui le poids qu'un petit mot peut porter. Ils se marièrent dans la chapelle de Renton. Et toute la maisonnée, d'en haut et d'en bas, vint. Si bien que Madame Coombe pleura dans le registre. Milly se tenait très fière dans un nouveau bonnet, ayant porté la lettre qui avait tout changé. Et le vieux Jervis dit à Nash, assez fort pour être entendu, qu'il avait toujours dit qu'il y avait un garçon chaleureux là-dedans quelque part. Et en voici enfin la preuve. 1 an jour pour jour après que le cavalier eut remonté la rue du marché à Ashcott, Olivia se tenait à la fenêtre est de Renton et regardait la lumière devenir dorée dans la cour. La maison derrière elle ne retenait plus son souffle. L'aile était ouverte. Elle l'avait fait au premier printemps, doucement, avec lui à ses côtés. Ils y étaient entrés ensemble et avaient laissé la lumière et l'air entrer dans les chambres fermées d'Arabella et avaient un peu pleuré. Puis, ils en avaient fait non pas un sanctuaire, mais une salle de classe. Ce qui, pensait Olivia, aurait bien plus plu à la mère décédée qu'une tombe. Flora y prenait ses leçons maintenant. La carte du comté, que son grand-père par alliance n'avait jamais eue, était étalée sur le mur. Sa tante Sabine venait à Noël et à la Saint-Jean et apprenait lentement à aimer, sans s'agripper. Ce qui est la leçon la plus difficile qui soit, et que tout le monde n'apprend pas. Le pré irrigué était vert et fauché, et la part de l'enfant était hors de toute contestation. Olivia avait arpenté toute la limite cet été-là avec Flora sur ses talons. Louis, apprenant à lire le terrain, comme son propre père le lui avait appris. Elles avaient nettoyé la mousse des vieilles pierres pour que l'enfant puisse mettre son petit doigt dans la gravure de la large flèche et des 2 lettres usées, et savoir qu'une ligne vraie, une fois fixée, tient. Certaines mesures honnêtement faites survivent aux hommes qui les font et maintiennent la paix longtemps après. Il y avait un berceau dans la pièce derrière elle maintenant, le leur. Un garçon de 6 semaines, déjà aux cheveux sombres, avec, jurait la nourrice, le début des yeux gris de sa mère. Flora s'était nommé son autorité et sa gardienne en chef, et ne souffrirait personne dire qu'il était trop petit pour qu'on lui montre la boussole. Tout n'était pas joie. Olivia avait appris que la joie est rarement une seule chose. Arabella n'était pas là pour le voir, et ne le serait jamais. Il y avait des matins où la lumière tombait d'une certaine manière dans l'aile ouverte, et le visage de Daniel se figeait un instant sur un chagrin qui avait guéri autant que de tels chagrins guérissent, et pas plus. Mais il ne fermait plus la porte dessus maintenant. Il la laissait le voir. Elle en était venue à le comprendre. Toute la différence entre l'homme qu'elle avait épousé et l'homme qu'elle avait vu pour la première fois à la fenêtre. Non pas que le chagrin fût parti, mais que la porte était ouverte et qu'elle était à l'intérieur. Et personne à Renton ne retenait plus son souffle. Elle l'entendit entrer derrière elle. Elle ne se retourna pas. Elle avait appris le son de son pas, sans hâte, et le silence particulier qui entrait dans une pièce quand il y était. Et content. « Tu es levé tôt, dit-il. »« J'aime voir la lumière venir, dit-elle. J'ai toujours aimé ça. C'était la meilleure heure de la journée, en rentrant à la maison avec mon père. L'or se répandant sur les champs, tout ce que le jour avait caché se montrait clairement. Elle s'appuya contre lui et ses bras l'entourèrent. Plus aucune hésitation en eux, nulle part. Je pensais avoir perdu cette heure, et la revoici, venue sur un champ différent. La maison ne retenait pas son souffle. Elle respirait ce matin-là, facilement, comme respire une maison qui s'est souvenue comment faire. Une aile fermée avait été ouverte, et un homme verrouillé, déverrouillé. Et une femme, qui était entrée par la porte de derrière comme personne, se tenait maintenant à la fenêtre dans la lumière dorée, vue et se sachant vue. C'était la seule chose, en fin de compte, qu'elle ait jamais voulu. La seule chose qu'aucun arrangement n'aurait pu lui donner, et que seule la vérité pouvait. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.